Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. L'impressionnante pagode Kanan d'Evry, érigée à partir de 1996, plus grande pagode bouddhiste d'Europe, inaugurée par le Dalai Lama, est, dans ses éléments architecturaux, un rappel de plusieurs cultures asiatiques, depuis son Bouddha construit en Thaïlande jusqu'aux tuiles vernissées de son toit fabriqué en Chine, selon la grande tradition. Cet édifice offrait une perspective de choix pour accueillir Guilhem Fabre pour son ouvrage Instants éternels, sous-titré 100 et quelques poèmes connus par cœur en Chine. À travers la figure de 55 poètes chinois, entre le 4e et le 13e siècle, Guilhem Fabre, brillant sinologue, nous invite à une véritable odyssée dans la poésie classique chinoise. Guilhem Fabre, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en hauteur. Bonjour. Avant de rentrer dans cette anthologie, Instants éternels, 100 et quelques poèmes connus par cœur en Chine, la première question que je voudrais vous poser, c'est tout simplement vous, qu'est-ce qui vous a amené vers la culture chinoise? Comment êtes-vous venu vers cette culture? Oh, j'ai été amené à la culture chinoise tout à fait par hasard, parce que dans le lycée où j'étais, on faisait du chinois et par la suite j'ai continué mes études. C'était dans les années 60, à une époque où c'était absolument pas à la mode. Et puis ensuite, j'ai été à Hong Kong, je me suis beaucoup déplacé en Chine et j'ai travaillé dans différents endroits en rapport avec la Chine. Donc simplement l'influence de l'institution scolaire. Oui, on peut dire, et puis le goût des voyages en général que j'ai développé, pas simplement sur la Chine, puisque je continue aussi à me déplacer dans d'autres endroits. Mais alors, est-ce qu'avant d'étudier scolairement le chinois, vous aviez un imaginaire qui était nourri par une idée de la Chine que vous recherchiez en vous inscrivant au cours dont vous parlez, ou vous êtes venu tel quel? Oui, alors je pense que quelque part l'imaginaire il a été influencé par des films. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez vu le film Cerf-Volant du bout du monde, oui, qui a été fait dans les années 50, absolument magnifique. J'avais vu ça étant enfant aussi et ça m'avait fait complètement rêver. On a projeté pendant des années dans les MJC. C'était un film pour occuper les jeunes. Oui, je l'ai vu. Et ce film m'a beaucoup marqué quand je devais avoir, quand j'étais tout jeune. À l'époque, je l'avais vu quand il était sorti. Et la Chine, comme le disait le sinologue Simon Lai, c'est un petit peu l'autre face de l'expérience humaine. Donc une autre forme d'expérience de l'humanité. C'est ça qui m'a intéressé, quelque chose qui échappe, par exemple, à tous nos référents. L'exotisme au sens étymologique du mot. Oui, si on veut. Mais en même temps, l'Inde est aussi une dimension intéressante, mais il y a un cousinage quelque part entre l'Inde et que vous ne voyez pas avec la Chine. Bon, ce qu'il n'y a pas réellement avec la Chine, bien qu'il y ait bien entendu eu beaucoup d'influences de part et d'autre. Alors depuis l'école, vous êtes devenu universitaire et donc vous êtes aujourd'hui vous-même un sinologue. Très rapidement, puisque vous expliquez aussi le rôle de l'institution scolaire dans l'influence qu'elle peut avoir sur un jeune pour l'amener vers la culture chinoise, quel est l'état de la sinologie en France aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose de populaire qui attire les gens? Quel est votre ressenti à ce niveau-là? Alors, je pense que d'abord, l'état de la sinologie doit se distinguer de l'état de l'apprentissage du chinois. Au niveau de l'apprentissage du chinois, il y a eu un développement considérable. Et il y a beaucoup aussi de Chinois qui ont vécu en France depuis longtemps, donc qui facilitent l'apprentissage de la langue. En même temps, en matière de sinologie, comme la Chine, aussi bien contemporaine que classique, ça recouvre des tas de domaines extrêmement différents. Ça a eu tendance à se spécialiser et à se fractionner en spécialités, un petit peu comme dans la logique universitaire, si vous voulez, c'est un peu le taylorisme intellectuel. Chacun avance sur la question dont il est spécialiste et par rapport à ça, moi, mon itinéraire a été un petit peu différent. J'ai essayé toujours de basculer de la Chine moderne. Là, j'ai fait un grand bond en arrière parce que j'étais spécialiste de la Chine moderne. J'ai fait un bond en arrière dans la Chine classique. Avec cette anthologie. Et j'ai concilié un intérêt que j'avais
depuis de nombreuses années pour la poésie parce que j'en écris moi-même. D'accord. Et j'en ai traduit. Donc j'ai concilié cette passion-là avec cette approche sur la Chine en faisant ce livre-là. Alors nous allons évoquer maintenant vraiment, rentrer dans le corps de votre anthologie et je pense qu'une des meilleures portes d'entrée c'est de commencer par lire un poème. Donc nous avons une jeune fille qui s'appelle Emma qui va nous lire le poème des Orfraies. Mais avant de l'écouter, est-ce que vous pourriez nous dire vous-même un mot sur ce poème qui est d'ailleurs en introduction aussi de votre anthologie? Qu'est-ce qu'il représente dans la culture chinoise, ce poème des Orfraies que nous allons entendre? Alors, ce poème des Orfraies fait partie donc du livre des Odes, qui est le plus ancien classique de poésie, et il a été cité par Confucius, qui aurait été l'auteur, qui aurait compilé ce livre des Odes. Et c'est pour ça qu'on le retient. Quelque part, ça développe l'idée d'un idéal des relations entre hommes et femmes. Confucius donc met en valeur la retenue, le respect qu'il peut y avoir et l'accès dans les relations conjugales à la dimension de la joie, c'est-à-dire une dimension de long terme qui dépasse simplement l'amour sexuel au sens de la jouissance. D'accord. Voilà. Alors on va écouter Emma et puis on va reprendre cet entretien ensemble si vous le voulez bien. Guan Guan crient deux orfraies. Sur un îlot de la rivière, la belle et charmante fille, le seigneur voudrait la poursuivre. Le cresson qui pousse inégal, on le repêche à droite et à gauche. La belle et charmante fille, on la cherche éveillée ou en rêve, qu'elle ne cède pas aux prières. On y pense éveillée ou en rêve, longuement, longuement par les nuits, on se tourne, se retourne dans son lit. Le cresson qui pousse inégal, on le cueille à droite et à gauche. La belle et charmante fille, la cithare en fait une amie. Le cresson qui pousse inégal, on l'arrache à droite et à gauche. La belle et charmante fille, cloche et tambour font sa joie. Alors, Guilhem Fabre, pour bien aborder donc cette anthologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs d'abord la place tout à fait particulière qu'occupe toujours la poésie dans la culture chinoise, qui est une place qui n'est pas très comparable à celle qu'elle occupe par exemple même en France. Quelle est la place de la poésie dans la culture chinoise? La poésie a une place tout à fait centrale dans la culture chinoise parce que, comme je viens de le dire, elle a été revendiquée par Confucius, qui est un petit peu le grand maître de la culture chinoise. Un petit peu, bon, on est dans une civilisation judéo-chrétienne. On peut dire que la civilisation chinoise est confucéenne en partie. Donc il y a cette grande tendance qui consiste à dire que l'homme est perfectible. L'homme est perfectible et il peut avoir accès à la perfectibilité à travers la culture et l'étude. Et dans l'étude et la culture, il y a deux domaines que va privilégier Confucius. C'est la musique, qui est l'expression suprême de la joie et de la communication, et aussi la poésie, dans laquelle il voit un accès aussi à un état supérieur de l'être. Au sens où, un petit peu comme Spinoza quand il parlait de la joie, si vous voulez. Bon. Donc chez Confucius, il a beaucoup insisté sur l'apprentissage du livre des Odes, à tel point que le livre des Odes, ce grand classique de la poésie qui a été compilé, rassemblé entre le Xe et le Ve siècle du temps de Confucius, eh bien, il est devenu le manuel scolaire à partir de la dynastie des Han, qui sont contemporaines de l'Empire romain, jusqu'en 1911. Jusqu'à la fin de l'Empire. Si vous voulez, donc tous les lettrés qui étaient en même temps des fonctionnaires, ils ont appris à lire à travers l'apprentissage de ces poésies. C'est ça, c'est-à-dire qu'un lettré, un lettré c'est un fonctionnaire et vice-versa. Il est inconcevable qu'un grand fonctionnaire ne soit pas un lettré. Et, dernière chose, un lettré c'est un poète ou quelqu'un qui connaît la poésie. C'est quelqu'un qui connaît la poésie. Et il s'est passé un autre phénomène qui est très important, c'est qu'à partir de la dynastie des Tang, vers 680, l'impératrice Wu Zetian et surtout l'empereur Gaozong, qui était donc l'empereur à ce moment-là, avant qu'elle devienne impératrice, a décidé de recruter les fonctionnaires sous forme d'examen, beaucoup plus. Absolument. Et pas simplement par cooptation en repérant les talents. Et donc dans ce système d'examen, l'examen le plus élevé, c'était un examen de composition poétique. Alors imaginez-vous que les élites européennes, françaises,
qu'on a à l'heure actuelle soient recrutés à travers de la composition poétique. Le monde serait un petit peu différent. Je pense. À l'heure actuelle, on a une sélection par les maths, par les sciences, etc. Le droit. Par le droit. Donc là, ça a configuré un certain type d'esprit et une attention à l'esthétique qui était liée à un parcours à la fois politique et une carrière des fonctionnaires. La poésie était tellement importante sous la dynastie des Tang, de 618 à 907 après Jésus-Christ, qu'on pouvait avoir accès à des magistratures, à des hauts postes de fonctionnaires, simplement par l'écriture poétique, en réalisant un très beau poème qui avait plu à l'empereur. Et en connaissant par cœur aussi. Il faut quand même connaître par cœur des œuvres. Alors, l'important, c'est que la composition poétique, ce n'était pas simplement pour le jeu esthétique. L'empereur savait très bien que quand on composait très bien de la poésie classique, on était en mesure, si vous voulez, de faire marcher la communication impériale, de rédiger des écrits, de rédiger des décrets, et dans un style extrêmement condensé, qui était le style frappant, condensé, impérial, avec beaucoup d'images, si vous voulez, le style impérial. C'était un peu des spécialistes de la com à l'époque, on peut dire. Donc cette spécificité a fait que la poésie a été élevée à ce rang-là, et qu'il y a eu énormément de poètes sous les Tang. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes règles thématiques, stylistiques et structurelles de la poésie chinoise? Parce que quand on lit votre anthologie, par exemple, on voit qu'il y a quand même des formes fixes qui reviennent, le huitain, etc. Si vous deviez très rapidement, et je sais que c'est un peu un défi ce que je vous gageure, ce que je vous demande là, quelles sont vraiment les grandes caractéristiques, je vous dis, stylistiques, thématiques, structurelles de la poésie chinoise? Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment? Alors, il y a différents styles de poésie chinoise, des poésies en 4 caractères qui sont plus classiques, celles de Livre des Odes, des poésies en 5 caractères qui commencent à partir du IIe siècle, des poésies en vers libre, des poésies... mais ce qui caractérise un petit peu la poésie classique chinoise, on pourrait dire, c'est la densité de l'expression, l'intensité des images, la capacité de faire passer un message ou un imaginaire à travers très peu de mots. C'est un art de la brièveté, on peut le dire. C'est un art de la brièveté. Un art de la brièveté, un art aussi une façon de frapper les esprits, très souvent. L'esthétique poétique, elle est fondée très souvent sur de très très forts contrastes entre des images. Bon, je cite un simple exemple, le vers de Li Bai, le sang souille l'herbe sauvage, chacal et loup s'habillent en fonctionnaires. Il écrit au moment, si vous voulez, de la révolte d'An Lushan, au moment où il y a toute une série une guerre civile qui se développe en Chine, et en 2 vers, il va résumer la situation. Un autre exemple, c'est une poésie de Tu Fu. Il passe devant le palais impérial au pire moment, juste avant la révolte d'An Lushan et la guerre civile en 755. L'empereur est avec sa concubine en train de banqueter, etc. Et Tu Fu passe en plein hiver et il écrit « Derrière les portes rouges, vin et viande pourrissent, sur la route, les ossements des hommes morts de froid. » C'est une vanité. Voilà. Moi, Et il y a aussi ce contraste extrêmement fort qui ressort. Voilà, c'est ça. Ces poèmes sont comme à chaque fois travaillés comme des petits tableaux, des scènes. Absolument. Moi, je voulais lire un poème de Tao Yuanming qui s'appelle « En buvant du vin » et qui est un peu une réflexion sur la solitude et qui a ce côté percutant et ce côté vraiment pictural. J'ai bâti ma chaumière au milieu des hommes, mais loin du tapage des grands équipages, vous me demandez comment est-ce possible. Les cœurs détachés sont naturellement en lieu retiré. Cueillant des chrysanthèmes sous la haie de l'Est, je regarde à mon aise les montagnes du Sud. L'air des montagnes est beau le soir au crépuscule, sous le vol des oiseaux qui s'en retournent ensemble. Au cœur de tout cela, il y a un sens profond. Sur le point de le dire, j'ai oublié les mots. C'est magnifique, ça laisse une image très vive
de le lire, une réflexion sur la solitude, et ça illustre bien ce côté effectivement pictural de tous ces poèmes. Alors, est-ce qu'on a besoin, selon vous, d'une grande culture pour aborder la poésie chinoise? Est-ce qu'un béotien peut attraper votre livre et c'est suffisant? C'est tout à fait suffisant. D'accord. Oui. C'est un livre qui est conçu pour tous les publics, donc on peut l'aborder bien sûr simplement par les écrits, la traduction. On peut l'aborder par les introductions aussi si on s'intéresse plus à la vie des poètes et à l'histoire. Il y a toute une série de façons et toute une série d'entrées par rapport à ce livre. Et ce livre aussi, si vous voulez, va reprendre les itinéraires d'un nombre de 55 poètes. Et à chaque fois, les poètes sont très différents. Leur parcours, leur personnalité, leur approche esthétique, leur vie est profondément différente. Donc j'ai essayé à chaque fois de les inscrire dans leur époque, de montrer ce qui les avait constitués comme poètes et de ne pas me contenter de faire une histoire culturelle ou littéraire, mais aussi de montrer dans quel environnement ils ont évolué et comment l'Empire a évolué. Donc, un lien immédiat entre le lecteur et ce que vous avez écrit sans barrage de culture, justement. Absolument. L'idée, c'est de donner accès. Et puis ensuite, bien sûr, je cite toutes les sources qui ont été utilisées. Et les gens qui veulent aller plus loin, ils sont libres de creuser dans ces sources. D'accord. Alors justement, à l'instant, on évoquait un peu la poétique, les grandes thématiques, les topos, etc. Et il y a autre chose sur quoi je dois absolument vous interroger concernant la poésie chinoise, parce que là, on l'a en traduction, on l'a en français. Quel est son rapport à la musicalité et aux sonorités? Est-ce que c'est quelque chose qui compte autant que dans la poésie française, par exemple? C'est absolument central. Comme je l'explique dans l'introduction, il y a un nombre de phonèmes qui est limité en chinois. Donc vous avez à peu près 400 sons de base qui vont être utilisés. Ces 400 sons, ils sont modulés par 4 tons différents. Donc vous avez un stock de sons qui est limité avec des modulations qui viennent des tons, des tons qui sont plats, des tons qui sont enlevés, des tons qui sont secs, etc., qui sont descendants. Et à travers ça, donc, se joue, si vous voulez, une façon d'écrire, un stock qui rapproche un peu la poésie de nos notes de musique. C'est comme s'il y avait un certain nombre de notes de musique. Et le stock aussi d'images est assez réduit, puisque je le montre, sont très souvent dans la poésie classique des images extrêmement symboliques qui se retrouvent tout le temps. Donc c'est la lune, la pleine lune va réunir le paysage, les absents, les fleurs évoquent les femmes, les oiseaux évoquent, un couple d'oiseaux évoque la fidélité conjugale, le bambou et le pin vont évoquer dans l'épreuve, si vous voulez, la verdeur dans l'épreuve. Donc à travers le fait qu'ils sont toujours verts en hiver. Bon, toutes sortes de symboles qui reviennent tout le temps. Donc on a un stock finalement d'images qui est assez limité, un stock de sons qui est limité, un stock aussi et des variations qui peuvent des variations à travers les tons. Donc ça ressemble beaucoup à une combinatoire qui ressemble, on pourrait dire, à notre musique classique de ce point de vue-là. La musicalité est absolument centrale. Alors, une autre question. Vous avez parlé de 55 poètes qui s'échelonnent entre le 5e, 6e siècle jusqu'au 12e, si je ne m'abuse. Jusqu'au 13e siècle. La fin des mais justement, c'est assez interpellant parce que le sous-titre de cette anthologie, c'est 100 et quelques poèmes connus par cœur en Chine. Et donc finalement, la poésie très connue en Chine serait la poésie médiévale. Alors, cette fois-ci, si on rapporte ça à la culture française, c'est tout l'inverse. La poésie médiévale n'est pas très connue en France. Et s'il y a une poésie connue en France,
finalement, elle est beaucoup plus entre le XVIe et nos jours, le XXe siècle. Comment vous expliquez que cette poésie médiévale chinoise soit si connue? Pourquoi cette poésie médiévale? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Ou est-ce que ça tenait aux structures de la société aussi? Ça tenait tout simplement à l'expansion considérable de la société chinoise à l'époque. Sous la dynastie des Tang et puis plus tard sous la dynastie des Song, la Chine a connu des progrès absolument considérables. Les Tang, d'abord, pour vous donner une idée, l'Empire Tang avait, à un moment donné, il a établi son protectorat jusqu'en Afghanistan. Donc c'est un territoire gigantesque. Il dominait une partie de la Corée, le Vietnam, tout ça. Donc il y avait, même s'il n'avait pas le Tibet, si vous voulez, l'Empire Tang avait toute une série d'entrées vers l'Asie centrale qui étaient considérables. Sous les Song, quand Marco Polo, je vous rappelle, qui venait de sa Venise, qui à l'époque comptait 50 000 habitants, est arrivé à Hangzhou, qui était la capitale des Song du Sud, il y avait 1 million d'habitants. Donc l'émerveillement de Marco Polo et le fait qu'il utilise des superlatifs constants... Son livre s'est appelé Le Million aussi, on l'a appelé Le Million. C'est pas de la blague, c'était quelque chose qui correspondait à une expansion considérable de la civilisation chinoise. Mais alors la poésie là-dedans, pourquoi cette poésie médiévale qui est si connue, alors qu'en France, bon, finalement, elle n'est pas aussi connue? Quel rôle elle joue là-dedans? Ce qui s'est passé, c'est que sous les Tang et sous les Song aussi, la poésie est devenue accessible au plus grand nombre. Comme je le montre à travers les poètes des Tang, ont eu une langue simple, tellement simple qu'elle peut être transmise à l'heure actuelle et servir de comptine au fin fond des campagnes chinoises pour bercer tous les enfants. Les poèmes de Li Bai, les poèmes de Meng Haoran, eh bien, sont connus par absolument tout le monde en Chine parce que, bon, on berce les enfants et les petits-enfants de 3 ans, ils peuvent comprendre et ils récitent ces poèmes. Donc, alors que la poésie médiévale en France à ce moment-là est on ne peut plus élitiste puisque c'était une poésie de cour en réalité. C'est pas les fables de La Fontaine que tout le monde a appris par la suite. Bien sûr. Bon, et il y a cette accessibilité qui est très différente. Et par ailleurs, il y a le fait que sous les Song aussi, sous les Tang comme sous les Song, la poésie a vraiment pénétré petit à petit avec ses liens avec la musique, puisque sous les Song, beaucoup de poèmes étaient chantés. Et eh bien, est devenu très très populaire. Bien. Alors, tout à l'heure, on évoquait le lien entre la poésie, la haute administration, le rôle des poètes dans le système impérial, et j'ai envie de revenir à une question sur ce sujet. On voit que les poètes sont parfois des turiféraires, parfois des contempteurs de la cour. Quelle relation joue le poète avec la cour, justement? Alors, c'est une relation effectivement très délicate, parce que je l'ai montré dans l'introduction. D'une part, les poètes sont très souvent, sont tous des lettrés fonctionnaires, quasiment tous des hauts fonctionnaires, mais des hauts fonctionnaires donc, qui sont proches de l'empereur. Et l'empereur de Chine à l'époque, il dirige un empire qui est aussi vaste que l'Europe. Hein, c'est l'Europe de Charlemagne. Il faut s'imaginer ça à cette échelle. Hein. Donc la cour est un lieu considérable, bien sûr un lieu de pouvoir, et très souvent, ils sont tiraillés entre l'ambiance de la cour, qui est une ambiance extrêmement hiérarchique, et la capacité et leur propre création, et aussi leur propre éthique. Est-ce qu'ils vont écouter très souvent la morale, ce qu'ils pensent moralement, en émettant des critiques vis-à-vis de l'empereur? Très souvent, ils occupent ce qu'on appelle des postes de domissionnaires, enfin, de droite ou de gauche. Les oublis et les erreurs de l'empereur. Voilà, qui sont chargés c'est une forme de critiquer, hein, de critiquer
quelques déviations qui peuvent survenir dans l'administration, dans les décisions gouvernementales. S'ils jouent réellement leur rôle, ils sont en situation de danger. C'est ça. Parce qu'il peut y avoir une clique qui va dire « mais qu'est-ce que c'est que ce mémoire qu'a reçu l'empereur, c'est une attaque directement contre certains intérêts. Les lobbies sont très importants aussi à l'époque, à l'échelle de l'Empire. Donc très souvent, les poètes qui sont en même temps hauts fonctionnaires vont osciller entre, du fait de leur engagement politique, et c'est souvent des passionnés, hein, les grands poètes sont des passionnés, hein, généralement. Donc ils ont été très souvent en situation de danger de mort. Oui, on voit ça. Libaï a été presque condamné à mort, exilé. Toufou a été arrêté. Certains sont invités à se suicider. Certains ont été invités à se suicider, qui était la peine la plus légère infligée par l'empereur. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une relation ambiguë. Une relation ambiguë, et très souvent, elle est résolue de la façon suivante. Le poète occupe des postes moyens dans l'administration. Après un passage à la cour impériale, sa vie est une suite de grâce et de disgrâce. bascule un petit peu dans des postes provinciaux où il se retrouve plus à même de développer à la fois ses propres créations et de faire face à ces contradictions entre son éthique et son esthétique. Alors pour donner un exemple de ce que vous dites, par exemple justement chez ce grand poète Libaï, qui est un des plus importants du recueil, vous avez cité un extrait des Airs anciens, qui est comme une vanité de la cour. Les grands carrosses soulèvent la poussière. En plein midi, la route s'obscurcit. Eunuque cousu d'or, s'offrant des résidences à l'assaut des nuages, je tombe sur celui qui aime les combats de coqs. Dans son équipage d'une splendeur écarlate, la morgue de son nez éteindrait-elle l'arc-en-ciel? Pris de peur, tous les passants s'écartent, et ce monde où personne ne résiste aux sirènes, qui saurait distinguer le sage du bandit? On dirait presque une fable de La Fontaine, avec une morale telle que La Fontaine. Justement, votre ouvrage a ce charme, qu'on peut aussi le lire, c'est un conseil de lecture, je ne sais pas si vous l'approuverez, mais on peut le lire comme une suite de poèmes, sans s'inquiéter des notes biographiques. Et on peut, une fois qu'on a lu les poèmes, le lire comme une suite de destinées, où on verra effectivement ce mouvement. Est-ce que vous conseillez cette lecture? Est-ce qu'on a le droit de lire aussi votre anthologie comme ça? D'un côté les poèmes et ensuite les notices? Tout à fait, toutes les lectures sont possibles. Le poème que vous avez cité, je dirais même, ne s'apparente pas tellement aux femmes de La Fontaine. Moi, je l'ai cité parce qu'il m'a frappé par sa modernité. Sur les inégalités dans le monde contemporain, on lit ce poème qui a été écrit donc au 8e siècle. On a l'impression de se trouver aussi dans des situations qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. D'inégalité, d'arrogance, de la richesse, etc. De conflits d'intérêts. De conflits d'intérêts. Donc tout à fait. Tout ça est quelque chose qui est très très bien, qui est traduit à la fois dans des formules. Bon, par exemple, pour décrire son dégoût de la cour impériale qu'il a chassé finalement au bout d'1 an et demi, Libaï va sortir 2 vers au milieu de ses airs anciens. Hein. Il va dire « Si les mouches s'assemblent aisément, la neige blanche a du mal à trouver ses semblables. » Absolument. Alors écoutez, je crois que grâce à vous, Guilhem Fabre, on a progressé dans la connaissance de la poésie chinoise, et j'espère qu'on a donné envie à nos téléspectateurs bien d'aller plus avant, aussi bien dans le destin de ces poètes que dans leurs œuvres poétiques. Et pour nous quitter, je vous propose une chose originale pour notre émission, c'est de lire un des plus beaux poèmes sur l'adieu, une réflexion sur l'adieu, qui est un grand classique de Kuao et qui s'appelle « Le pavillon de la grue jaune ». Et pour ce faire, je préfère que ce soit vous qui fassiez cette lecture. Est-ce que vous voulez bien nous lire le poème de la grue jaune, le pavillon de la grue jaune, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous voulez que je parle du contexte de ce poème? Alors, vous pouvez en dire 2 mots, effectivement. Oui. Ce poème a été écrit à Wuhan, qui est dans le centre du Yangtze, à la suite sur ce qu'on appelle le pavillon de la grue jaune. Et ce pavillon a été érigé à la suite d'une histoire un petit peu mythologique. Il y avait un tavernier qui avait un vieux client assez pauvre auquel il faisait crédit. Et ce vieux client, un beau jour,
a dessiné une grue sur le mur. Et il est parti sans payer son addition, mais cette grue a eu le prodige, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Cette grue dansait quand il y avait de la musique à l'intérieur du café, ce qui a attiré des foules de gens à l'intérieur de cette taverne et ce qui a fait la fortune donc, de ce tavernier. Il a érigé à l'honneur de ce vieillard ce pavillon. Le vieillard est revenu quelques années plus tard et il a appelé la grue et il s'est envolé avec elle dans le lointain, révélant ainsi sa qualité d'immortel taoïste. Donc c'est autour de ce pavillon de la grue jaune qu'a été écrit ce poème par Cui Hao, un ami d'un des grands poètes aussi de l'époque, Wang Wei. Le pavillon de la grue jaune. Jadis, un homme a disparu en chevauchant la grue jaune. Seul reste en ce lieu désert le pavillon de la grue jaune. La grue jaune s'est envolée sans nul espoir de retour. 1000 années de nuages blancs ont filé dans le lointain. Une éclaircie sur le fleuve, se détachent les arbres à Hanyang. Les herbes odorantes envahissent l'île des perroquets. Dans les lueurs du crépuscule, en vain je cherche mon pays. Les vagues de brume sur le fleuve plongent l'homme dans la mélancolie. Merci beaucoup Guilhem Fabre. Nous, depuis la pagode Orange d'Évry, nous vous remercions d'être venus sur le plateau de l'Essonne en hauteur. Nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au prochain numéro de l'Essonne en hauteur.